Bienvenue dans le podcast La Table des Experts par l'Agence d'attractivité des métiers. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le métier de libraire avec Céline de la librairie Les Yeux qui pétillent située à Valenciennes. On a plein de questions à poser à Céline pour découvrir son métier. C'est parti, let's go. On va commencer par parler formation. Céline, quelle est la formation pour devenir libraire ? Alors, il n'y a pas de formation obligatoire, mais il y a des écoles, des diplômes qui préparent au métier de libraire. Par exemple, le BTS métier du livre, vous avez l'école de la librairie aussi, et puis tout ce qui est master autour de la littérature jeunesse. Ok, est-ce que tu as fait une de ces écoles, toi ? Moi, j'ai fait l'école de la librairie au moment où j'ai voulu créer ma librairie. J'ai fait une formation d'1 mois qui s'intitule Créer ou reprendre une librairie. Mais je ne suis pas de formation libraire. Est-ce que cette formation créer sa librairie, elle est indispensable pour ouvrir une librairie, notamment, je pense, pour d'avoir une espèce de légitimité, pour avoir des aides peut-être pour s'installer, ou est-ce qu'on peut s'installer libraire sans avoir cette formation ? Pour moi, elle est nécessaire. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est nécessaire et je ne me serais pas vue me lancer sans avoir fait cette formation. Parce qu'effectivement, ça nous permet d'avoir une légitimité auprès des institutions pour demander des subventions, des financements. Et puis aussi parce que malgré tout, ça reste un métier technique. Donc ça nous permet d'avoir la base de cette technique, de comprendre l'organisation de la chaîne du livre. Il n'est pas toujours simple de se retrouver dans la chaîne du livre. Donc ça m'a permis d'avoir un minimum de base pour pouvoir comprendre les enjeux du métier et comprendre comment j'allais l'exercer. Les autres formations dont tu as parlé, est-ce que tu saurais me dire combien de temps elles prennent chacune, à peu près ? Il y a des BTS qui sont en 2 ans. Après, vous pouvez faire des licences, donc en 3 ans. Les masters de littérature jeunesse, par exemple, ça va être en 5 ans. Ça coûte combien à peu près ces formations ? C'est pas des formations qui sont coûteuses, c'est des frais d'inscription assez classiques de fac. Il y a même des formations qui se font en alternance, donc on peut en plus avoir le revenu de l'alternant pendant la formation. Est-ce que ces formations, il y a des conditions d'accès pour y accéder, c'est-à-dire peut-être des dossiers à faire ou pour une sélection ou alors des concours ? C'est des sélections pour pouvoir rentrer dans ces écoles. Donc ça se fait sur entretien, donc c'est la motivation, l'expérience. Évidemment, on va beaucoup s'attarder sur les connaissances littéraires, la culture générale, pour pouvoir accéder à ces formations. Et est-ce que pour accéder à ces formations, il faut déjà le projet de vouloir être libraire ou est-ce que tu peux y aller en ayant juste envie de bosser dans le livre ? Ça peut être juste une envie de bosser dans le livre. D'ailleurs, il y a un double cursus souvent. On dit métier du livre parce que ça prépare au métier de libraire mais également d'éditeur. Double cursus, ça veut dire que si un jour tu as envie de partir plus sur le côté édition, c'est envisageable avec ces études-là ? Oui, tout à fait. On peut faire les 2 métiers, libraire ou éditeur. Alors évidemment, après, il faudra se spécialiser dans l'un ou dans l'autre, mais la formation de base permet de s'orienter vers les 2 métiers. Tu m'as parlé de la possibilité de faire en alternance. Est-ce que c'est facile, selon toi, de trouver des entreprises pour faire de l'alternance dans ces métiers-là ? Je pense qu'on peut trouver assez facilement des postes en librairie pour l'alternance. Alors c'est sûr que c'est toujours un gros travail de recherche parce qu'il faut trouver la librairie qui va vous accepter, mais les libraires ont besoin de main-d'œuvre. Donc l'alternance est une bonne façon pour eux de recruter et de former des salariés futurs. En termes de répartition des écoles, est-ce que c'est assez bien réparti ou est-ce qu'il y a certaines grosses écoles et le reste c'est un désert d'écoles ? C'est pas très bien réparti. L'école de la librairie, c'est uniquement à Paris. On a la chance d'avoir une formation, nous, dans le Nord, sur les métiers du livre. Après, il faut aller à Montpellier. Enfin, il n'y en a pas sur tout le territoire, clairement. Donc, tu disais que ce n'était pas indispensable d'avoir le diplôme pour se lancer en tant que libraire. Mais est-ce qu'on te demande justement si tu as un diplôme ou autre ? Est-ce qu'il y a une reconnaissance du diplôme ? Oui, il y a une reconnaissance du diplôme parce que c'est quand même des diplômes qui préparent vraiment bien au métier. On est vraiment sur une formation métier. Donc, c'est très reconnu par les libraires. On sait qu'une personne qui sort de ce type de formation, elle a eu des expériences en librairie, elle connaît la chaîne du livre et elle sait vendre le livre aux clients. Oui, et puis tu parlais tout à l'heure de relations aussi avec les maisons d'édition et autres. Je suppose qu'une maison d'édition, pour te faire confiance et te confier certains ouvrages,
va vérifier que tu as les reins solides avant de te les confier peut-être? Non, non, pas du tout. Alors, les maisons d'édition, elles veulent une diffusion le plus large possible, donc elles vont pas forcément s'attarder à ça. En revanche, on va regarder ton expérience pour savoir à quel niveau on va t'octroyer ta remise. Donc le diplôme, l'expérience, c'est quelque chose qui peut servir pour négocier ta remise commerciale avec le diffuseur ou avec la maison d'édition. Et donc, c'est ce qui va te faire vivre et faire vivre ta librairie derrière. Est-ce qu'il faut se former en permanence ou une fois que tu as eu la formation et le diplôme, c'est suffisant? Alors, se former, je ne suis pas sûre qu'il faille se former en permanence. Par contre, il faut s'informer en permanence. On est un métier où notre environnement économique, social, culturel est très important. Donc, il est important, il est essentiel qu'on suive l'actualité culturelle, mais pas que, afin de pouvoir toujours avoir un fond dans notre librairie qui soit représentatif de la société, de ses questionnements, parce que les clients viennent chercher des réponses dans la librairie, dans le livre. Donc c'est vraiment important qu'on sache dans quel milieu on évolue et qu'on soit toujours en recherche d'amélioration et de développement de notre culture générale. On va parler de la mixité homme-femme dans le métier de libraire. Est-ce que c'est un métier où les femmes ont leur place? C'est un métier qui est très, très féminin. Il y a plus de femmes libraires que d'hommes. Donc c'est pas difficile pour une femme de se faire une place dans le milieu, concrètement, s'il y a plus de femmes qui l'exercent. Du coup, elles ont toute leur place, effectivement, puisque elles sont là, historiquement, elles sont là, elles sont plus présentes, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Justement, est-ce que du coup les hommes ont plus de difficultés à se faire une place dans ce milieu vu que c'est plus féminin qu'autre chose? Non, pas du tout. Une des caractéristiques du métier de libraire, c'est l'ouverture d'esprit. Donc, homme-femme, je pense qu'il n'y a aucun frein ni pour l'un ni pour l'autre. Est-ce que c'est discriminant du coup d'être un homme dans ce métier? Non plus, pas du tout. Alors, qui dit mixité homme-femme dit aussi accessibilité aux toilettes. Alors, ici, il y a des toilettes dans ta librairie parce que tu fais aussi salon de thé, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que le métier de libraire, il y a facilité d'accéder aux toilettes? Oui, on accède facilement aux toilettes. Dans toutes les librairies, vous avez des toilettes pour le personnel qui travaille. Alors, effectivement, nous, en plus, elles sont destinées également aux clients puisqu'on fait salon de thé. Mais en tout cas, le personnel a toujours accès aux toilettes. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir des adaptations éventuellement pour pratiquer ce métier quand on est une femme? Je pense notamment à tout ce qui est port de charges lourdes et autres. Dans l'idéal, il faudra qu'il y ait des adaptations. Mais aujourd'hui, on n'a que nos bras pour porter les cartons. Et malheureusement, quelle que soit notre force, on est face au problème de port de charge. Et puis j'imagine mal stocker un truc du style le diable ou autre pour passer entre les rayonnages de livres et manquer de tout accrocher, de tout faire tomber au passage, quoi. Le diable, effectivement, on s'en sert, mais très peu dans la librairie. On va s'en servir quand on est en salon, en extérieur. Mais comme tu l'as si bien dit, c'est pas pratique dans la librairie. Donc, effectivement, on porte. Et voilà, il faut se muscler les bras. Est-ce que le métier a un équivalent féminin en termes de titre? C'est libraireux et libraire. Donc non, il n'y a pas d'équivalent. On va terminer cette partie sur tout ce qui est la vie perso. Est-ce que avec le métier de libraire, tu arrives à avoir une vie perso à côté, que ce soit vie de famille, voir les amis, avoir des loisirs autres que la lecture, même si on sait que la lecture, ça reste un gros loisir? Alors c'est vrai qu'il ne nous reste pas forcément beaucoup de temps parce que déjà la librairie en tant que telle nous prend beaucoup de notre temps. Il faut qu'on lise énormément. Maintenant, je pense que c'est nécessaire, surtout quand on est chef d'entreprise, d'avoir un équilibre et de, malgré tout, trouver le temps de se consacrer à notre famille, nos amis, à nos loisirs. Moi, je sais que j'ai toujours été passionnée de culture en général. Je ne peux pas ne pas aller visiter de temps en temps un musée, aller à un concert. C'est aussi pour mon bien-être personnel. Ok, donc a priori c'est pas incompatible, même si vous avez quand même des horaires assez conséquents, puisque donc comme on l'a dit dans la première vidéo, c'est quasiment toute la semaine, c'est le samedi, c'est des grands horaires, c'est pas de pause au midi, donc tu peux pas aller non plus à un resto avec des copines le midi, c'est la librairie est ouverte le midi. Est-ce que tu arrives à prendre des vacances ou pas? Alors les vacances c'est assez limité également, hein. Moi en tant que chef d'entreprise, je suis pas aux 35 heures, j'ai pas de congés, donc quand je prends des congés c'est que la librairie elle est fermée, donc c'est 3 semaines dans l'année au moment de l'été.
Et donc tu rouvres au moment de la rentrée littéraire, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est d'être là pour la rentrée littéraire et les premières nouveautés. On va parler maintenant de la différence entre salariat et indépendant. Alors toi, tu exerces le métier en tant qu'indépendante, donc en tant que chef d'entreprise. Est-ce que c'est un métier qu'on peut également exercer en tant que salarié? Oui, oui, il y a beaucoup de salariés libraires. C'est quelque chose qu'on peut faire soit en salariat, soit en indépendant. Et quand c'est un salariat, c'est quel type de contrat en général? Est-ce que c'est du contrat longue durée, CDI, CDD, contrat stable, ou est-ce que ça va être aussi de l'intérim, de la vacation? Alors, principalement, je dirais du CDI en 35 heures assez classique. Par contre, il n'est pas rare que des libraires embauchent en CDD au moment de la période de Noël, qui est une activité très forte pour nous et qui nécessite un renfort au niveau de l'équipe. La facilité à trouver du boulot, du coup, en tant que salarié? Je pense que ça reste assez facile. Il y a régulièrement des offres d'emploi. Alors après, c'est comme souvent, hein, il faut être mobile. Hein, c'est pas toujours au coin de sa rue. Mais on voit régulièrement quand même des offres d'emploi. Et puis, il y a de plus en plus de librairies qui se créent. Donc, ça crée des emplois, évidemment. En tant qu'indépendante dans le métier, c'est quoi l'investissement pour se lancer alors tant en termes de temps, j'ai envie de dire qu'en termes d'investissement financier. L'investissement financier, il est important. On a l'achat de stock hein, quand on est libraire. Alors, donner une somme, ça va vraiment dépendre de la librairie et du nombre de références qu'on veut, mais en tout cas, il faut avoir bien conscience qu'il faut un apport assez important pour créer une librairie. Après, en termes de temps, c'est pareil, c'est l'étude de marché qui va déterminer notre implantation. C'est quelque chose qui prend du temps et il faut prendre le temps de bien le faire. C'est vraiment essentiel. Moi, je dirais qu'une préparation d'une ouverture de librairie, c'est un minimum 1 an. Tu nous parles du stock à acheter, donc en fonction du nombre de références. Toi, à titre indicatif, tu as combien de références dans ta librairie? Là, aujourd'hui, j'ai 6300 références à peu près. Pour environ 7000 livres. On va dire que je monte au plus haut au moment de Noël à 10 000 références. Oui, donc effectivement, ça fait une petite somme à avoir en avance et puis aussi bien viser pour commander les bons pour pouvoir les vendre derrière. Non mais exactement, et non seulement ça, et puis en plus il va falloir faire face à la demande de nos clients. Quand on ouvre, on se projette sur la demande de nos clients, et puis au final il va falloir ajuster, donc il faut des capitaux pour le stock complémentaire et pouvoir répondre et affiner en fonction de ce qu'on aura découvert de notre clientèle. Il faut combien de temps en tant qu'indépendant pour que ça fonctionne quand on est libraire? Je dirais qu'un minimum de 3 ans. Il ne faut pas espérer avant 3 ans que ça tourne bien. Il faut le temps de se faire connaître. Il faut le temps de constituer son fonds vraiment de manière adéquate par rapport à la demande de nos clients, par rapport à ce qu'on veut faire. Tout ça, ça prend du temps. Il y a des ajustements à faire. Et puis, voilà, se faire connaître et reconnaître, c'est-à-dire que le client revienne et qu'il soit fidèle. On va parler junior versus senior. Alors junior dans la profession versus senior, donc expérimenté dans la profession. Est-ce qu'en tant que junior, donc débutant dans la profession, on arrive à se faire assez facilement une place ou est-ce qu'on peut rencontrer quelques difficultés? Non, je pense qu'un junior arrive à se faire sa place assez facilement dans le métier de libraire, si tant est qu'il soit suffisamment curieux pour avoir un spectre assez large de lecture. Et c'est vraiment ce qui va être essentiel, et puis sa capacité d'adaptation au quotidien. Mais je dirais que l'âge ne fait pas forcément, en tant que libraire, je pense que l'âge ne joue pas en fait sur les compétences, évidemment, qu'on va renforcer avec le temps. Mais je pense que l'essentiel étant nos lectures, notre envie de transmettre, notre envie de partager, et ça, qu'on soit entre guillemets jeune ou vieux, c'est pas ça qui compte. Si on parle de l'employabilité des seniors, donc c'est-à-dire vraiment là pour le coup des personnes avancées dans la fleur de l'âge et pas simplement seniors dans la profession, est-ce qu'en tant que senior on peut se reconvertir pour devenir libraire ou est-ce qu'il y a certaines phases ou parties du métier qui vont être plus compliquées avec l'avancée de l'âge? Alors je pense que ça dépend si on voit les choses en tant que salarié ou indépendant. Indépendant, je pense que un senior, ça va quand même être compliqué parce qu'il faut du temps pour que la librairie soit rentable et donc on puisse se servir convenablement un salaire, et donc forcément c'est plus compliqué pour un senior. Après, je dirais que c'est la condition physique. Si on vieillit en bonne santé, il n'y a pas de problème. Si le vieillissement a fait qu'on a des problèmes de dos, d'articulation,
eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, ça risque d'être compliqué d'exercer le métier de libraire. Ouais, ou alors je pense à ma petite Marine d'amour qui a toujours une tendinite au bras. Une tendinite au bras et libraire, ça fait pas bon ménage. Tout à fait. La tendinite, le lumbago, le mal de dos en général, non, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour être libraire. Désolée Marine, tu pourras pas te reconvertir en tant que libraire. C'est pas grave, il y a plein d'autres trucs pour toi. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution dans le métier de libraire ? Oui, alors des perspectives d'évolution, ça dépend en fait de la taille de la librairie. Vous pouvez devenir responsable d'un rayon, le rayon BD ou littérature. Donc il y a entre guillemets quelques échelons à monter. Maintenant, c'est vrai que très vite, c'est soit je suis salarié, soit je suis indépendant. En termes d'évolution, c'est sur la création et le fait d'être indépendant que l'évolution se fait le plus souvent quand même. On va parler maintenant RSE, puisque forcément tu vends du livre, les livres c'est fait à base d'arbres. Est-ce que ton métier est respectueux de l'environnement ? Je dirais que non. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est du papier, c'est des arbres, non. Alors de plus en plus des efforts sont faits, notamment auprès des éditeurs, des imprimeurs, pour avoir du papier qui vient d'une production raisonnée. Pareil pour l'encre, il y a vraiment des gros efforts et des grosses transformations qui sont faites. Maintenant, ça reste de l'arbre et ça reste du papier. Et est-ce que toi, tu mets des choses en place dans ta librairie justement pour réduire ton impact sur l'environnement ? Ouais, nous on fait très attention justement à l'utilisation qu'on fait du papier en dehors du livre. On essaye de ne pas imprimer, on fait attention à ça. On essaye de recycler au maximum nos cartons. On utilise les cartons de nos réceptions pour emballer les commandes clients par exemple et de ne pas prendre un carton neuf. Régulièrement, quand les clients nous en font la demande, on garde les cartons aussi pour qu'ils puissent s'en servir, notamment dans le cadre d'un déménagement. Voilà. Donc on essaye, tant que faire se peut, d'avoir une utilisation raisonnée des ressources. Oui, parce qu'on a vu tout à l'heure en déballant une commande que parfois tu avais des cartons immenses pour au final 2 petits bouquins qui flottent dedans, quoi. Alors effectivement, dans les actions que je mène, j'essaye de ne pas passer de commandes auprès de mes diffuseurs et pour 1 ou 2 livres, pour éviter ce genre de choses. La problématique, c'est dans le traitement qui est fait par le distributeur. Vous avez une commande de 30 livres, il va être capable de vous mettre 28 livres dans un carton et les 2 autres dans un autre carton. Ce qui fait qu'au final, même si vous avez essayé de faire les choses bien, comme c'est pas vous qui emballez les livres, vous vous retrouvez avec parfois 1, 2 livres dans un grand carton. Et là, malheureusement, on n'a pas trop la main dessus. Si ce n'est de faire attention et d'éviter de passer des toutes petites commandes tant qu'on peut le faire, tant que c'est pas une demande de nos clients. Mais c'est vrai que on est parfois et même souvent atterré de la manière dont on reçoit les livres. Le RSE, c'est également tout ce qui est inclusion sociétale. Est-ce que tu as un métier où tu vas mettre en avant cet aspect-là ? Alors moi, c'était vraiment quelque chose d'important dans ma création d'entreprise et c'est pour ça que j'ai recruté une personne qui était en difficulté et qui avait des difficultés d'accès à l'emploi, puisqu'en fait, elle a arrêté ses études très tôt, elle n'a pas le bac. Et donc, j'essaye, tant que faire se peut, de recruter des personnes qui sont assez isolées du marché du travail pour pouvoir les réinsérer dans le milieu du travail professionnel. Ma question préférée. Est-ce que c'est un métier où on se soucie du bien-être des collaborateurs ou de son bien-être à soi-même en tant que libraire ? Je dirais que oui, déjà parce que on l'a dit, c'est un métier qui est physique. Et donc, une des premières choses qu'on fait quand on reçoit un nouveau salarié, c'est de lui dire « Attention, comment tu portes tes cartons. Attention à utiliser le marchepied, même si tu penses pouvoir avoir un livre qui est en hauteur. Alors il y a ça, le livre peut tomber, et puis à force d'aller chercher des livres en hauteur, vous avez mal au dos. Donc on fait attention à ça. Moi, je suis très vigilante aussi aux chaussures qu'ils mettent. Ça peut paraître bête, mais comme on porte, il faut être très à plat, sinon on pourrait avoir des difficultés. On fait aussi attention parce que, on l'a vu tout à l'heure, notre arme préférée, c'est le cutter. Mais qui dit cutter, dit coupure. Donc, des gants pour sécuriser l'ouverture, par exemple, des cartons. Donc, oui, on est vigilant à ça. Ensuite, moi,
dans ma façon de faire, alors je ne sais pas si c'est lié vraiment au métier de libraire, mais je préfère qu'on se mette d'accord sur des horaires de travail plutôt que de les imposer. Je préfère qu'on détermine ensemble les jours, les horaires de travail, le temps de pause, plutôt que ça soit hyper descendant et que je l'impose aux salariés. Dans le RSE, on a aussi la catégorie intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle a un impact sur ton métier de libraire ? C'est une vraie question qu'on se pose en ce moment. Alors, pas que le métier de libraire, mais je dirais tout ce qui est autour du livre, et notamment par rapport aux auteurs, aux traducteurs. Pour l'instant, moi, je vois pas d'impact direct sur le métier de libraire. Pour autant, je commence à m'y intéresser, à regarder. Je pense que ça peut quand même être une aide pour moi, l'intelligence artificielle, notamment pour m'aider à préparer mes contenus pour ma communication sur les réseaux sociaux ou newsletters. Après, on a déjà un peu l'intelligence artificielle qui existe sur les plateformes de vente en ligne de livres et les recommandations qui sont faites en fonction du livre que vous avez acheté, que vous avez aimé. On sait que c'est pas efficace. On sait que les clients, ils ont besoin d'un conseil personnalisé. Les lecteurs, ils ont envie, c'est pas parce qu'ils ont lu un livre qu'ils ont envie de lire le même livre. Au contraire, souvent, c'est des gens qui sont très ouverts et donc qui vont chercher à ouvrir leur champ de possible de lecture. Et là, ils ont besoin du libraire. Donc là-dessus, je ne suis pas très inquiète. Maintenant, je pense que ça serait intéressant, et c'est ce que moi, je compte faire dans une prochaine étape, c'est voir comment l'intelligence artificielle peut malgré tout m'aider dans mon quotidien. Et puis pour revenir sur les conseils qu'on peut avoir en ligne par rapport à tes anciens achats, c'est pas parce que tu as acheté un truc que tu as apprécié le truc que tu as acheté. Donc forcément, elle te demande pas l'intelligence artificielle sur le site. Au fait, tu as bien aimé le bouquin, tiens, lis ça. C'est tu as acheté ça, je te dis de lire ça. Non mais exactement, et c'est toute la limite en fait de l'intelligence artificielle. C'est que tant qu'on rentre dans les cases, tout va bien, mais dès qu'on veut en sortir, qu'est-ce qu'on fait ? Et s'il y a bien une chose que permet la lecture, la littérature, la bande dessinée, c'est de sortir des cases et de vivre des choses qu'on ne vit pas habituellement. On va parler maintenant accessibilité du métier de libraire par rapport aux différents types de handicaps. Donc je vais te citer des handicaps ou des pathologies ou des troubles. L'objectif, c'est que tu me dises en fonction de ça, est-ce que le métier est possible, impossible ou possible avec des adaptations, si oui lesquelles. Même si ces adaptations ne sont pas mises en place, ça peut être des suggestions aussi. Est-ce que si je te dis handicap moteur, je pense notamment tout ce qui est personne en fauteuil roulant, c'est possible d'être libraire ? Je vois difficilement comment ça peut être possible aujourd'hui parce que la nécessité d'avoir beaucoup de stock nécessite d'avoir des étagères assez hautes. En tout cas, la personne va se retrouver en situation compliquée parce qu'elle n'aura pas accès justement à tous les livres. Si on avait la possibilité de tout mettre à 1 mètre, enfin niveau de fauteuil, oui, pourquoi pas. Ça serait tout à fait possible. Je ne vois pas en quoi une personne en fauteuil roulant ne serait pas capable de conseiller un livre ou même de le ranger. Ou alors, il faut vraiment un énorme endroit où tu as beaucoup de surface, mais donc forcément beaucoup de surface, du coup plus cher le loyer, et effectivement que ça soit que des petits présentoirs à hauteur de la personne. Ou l'autre possibilité, c'est, comme tu disais, quand on est indépendant, c'est des fois on a des salariés également qui nous aident, c'est d'avoir justement les salariés qui puissent s'occuper du stock et que la personne soit plus dans tout ce qui est conseil en fait. C'est vrai, pour elle, la personne pourrait se limiter au conseil, gestion de la caisse, etc. Moi, je connais très peu de librairies qui sont capables de le faire parce que tout simplement, ça nécessiterait d'avoir d'autres employés et la masse salariale coûte cher évidemment, et sur une entreprise comme celle de la librairie qui dégage quand même assez peu de marge, ça reste compliqué d'embaucher. Donc on a besoin souvent de personnes polyvalentes au sein de la librairie. Autre petite chose à prendre en compte, c'est que les rayonnages, c'est pas très large entre les rayons et que pour passer en fauteuil, ça peut être compliqué. Donc si jamais effectivement on est en fauteuil et qu'on veut bosser dans une librairie, il faut bien faire attention à ces dispositions justement à l'intérieur de la librairie. Il faut que la personne puisse se mouvoir librement, et c'est vrai que la taille du fauteuil, la manière dont il doit tourner et déambuler en fait dans la librairie peut être un frein, tout simplement. Si je te dis les troubles 10, notamment la dyslexie, est-ce que c'est gênant en étant dyslexique pour faire libraire ? J'aimerais tellement te dire non, et je vois pas comment ça serait possible. Ranger les livres, c'est très compliqué quand on est 10. Je l'ai vécu avec un stagiaire.
On a essayé de relever le défi ensemble. On n'a pas pu, en fait, aller au bout de cette tâche. Ranger les livres, c'était beaucoup trop compliqué. Arriver à mettre le livre par ordre alphabétique sur des petites tranches comme un folio où les lettres sont très rapprochées les unes des autres, fait qu'il est en fait en très grande difficulté dans cette tâche-là. Oui, effectivement, j'avais pas pensé, mais moi qui ne suis pas du tout dyslexique, j'avoue que j'ai dû faire un effort de concentration déjà assez conséquent pour me rappeler l'ordre de l'alphabet. Parce que quand on le récite comme ça va, mais quand il faut savoir si ce nom-là, il va avant ce nom-là ou après, ou alors au milieu, c'était sympa. Ok, si je te dis dyscalculie, est-ce que c'est possible d'être libraire en ayant une dyscalculie ? Je vois pas en quoi la dyscalculie pourrait poser problème. Alors maintenant, on a tout ce qui est calculatrice, tu as une super machine qui fait le logiciel d'encaissement, je sais pas trop, ton logiciel de gestion simplifie énormément la vie de ce côté-là. Tu bipes les livres, ça t'additionne les prix, en fait, et t'as juste après à passer le truc en commande, enfin en paiement, et puis donc en fait, au final, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué, tout est fait pour nous faciliter la tâche à ce niveau-là, et on n'a pas de calcul à faire. Je dirais, la seule difficulté, ça serait si vraiment la dyscalculie est au point que la personne ne peut pas rendre la monnaie. Parce qu'on va lui dire combien il faut rendre de monnaie, 6,32 €. Est-ce qu'elle est capable de prendre 6,32 € dans la caisse ? Elle est là la limite. Mais en tout cas, ça ne concernerait pour moi que la caisse. Et si je te dis dyspraxie, donc dyspraxie, c'est la problématique à se repérer dans l'espace et aussi avec son propre corps, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est gênant d'être dyspraxique si on veut faire libraire ? Alors, je connais et en même temps, je ne connais pas les impacts réellement pour la personne. J'ai pas l'impression que ça puisse avoir de réelles limites parce que même si la personne a du mal à se repérer dans l'espace, les rayonnages sont indiqués. J'aurais tendance à dire que non, la personne peut exercer le métier de libraire. Et si je te dis dysorthographique, je pense notamment à la rédaction des petits coups de cœur libraires. En fait, la vraie question, c'est comment régler dans ce cas-là la rédaction des coups de cœur. Parce que effectivement, bon, on peut oublier un S par inadvertance, mais le coup de cœur doit être rédigé correctement. Je dirais en même temps, si le libraire est accompagné, par exemple, par son patron, qu'est-ce qui l'empêche de rédiger le coup de cœur et que le patron le corrige pour qu'il soit écrit correctement ? Je veux dire, moi, j'en ferai pas un frein à l'embauche. Il est passionné de littérature, il a envie de partager sa passion, c'est quelqu'un qui a un bon contact avec les clients, etc. Moi, je trouverais ça dommage de lui dire non parce que voilà, il fait des fautes d'orthographe. Je pense que ça, on peut y pallier par une correction. Il suffit de le superviser et puis il peut exercer. Oui, et puis je pense notamment, voilà, il y a plein de logiciels de correction orthographique qui existent. On peut rédiger d'abord sa note sur son téléphone ou sur autre et voir effectivement les fautes et ensuite les réécrire à la main sur nos petits papiers. Oui, exactement. Je pense, non, on peut vraiment pallier à la problématique du salarié dans ce cas-là. Il n'y a pas de problème. Si je te dis handicap auditif. Handicap auditif, c'est pareil, ça dépend peut-être à quel niveau. Je veux dire, si la personne est complètement sourde dans la mesure où, malheureusement, dans notre société, on est quand même très peu à exercer le langage des signes, à le connaître et à être capable de parler en langage des signes. On est un métier de contact, on l'a vu, donc il faut qu'il soit en capacité de communiquer et d'entendre ce que le client veut. Et c'est bien dommage parce qu'en termes de compétences, je ne vois pas quelles compétences ça lui retire. Mais voilà, il va y avoir un problème de communication parce qu'il n'arrivera pas à comprendre ce que le client veut et à exprimer une solution pour le client. C'est ça, ou alors il faut être vraiment très balèze en lecture sur les lèvres, mais avoir en face des personnes qui te regardent quand ils te parlent, qui ne parlent pas trop vite comme moi, et pouvoir entendre, donc éventuellement être apparié, mais toutes les personnes sourdes ne sont pas forcément appariables. Donc oui, effectivement, ça dépend beaucoup du degré de handicap. Si je te dis handicap visuel. Alors, handicap visuel, ce n'est pas possible. J'ai une anecdote. Quand j'avais créé en fait ma librairie, je m'étais rapprochée pour le recrutement d'une association de personnes en situation de handicap. Et on m'avait proposé donc une personne aveugle.
Moi, aujourd'hui, je ne vois pas comment dans la librairie, cette personne pourrait identifier les livres qu'elle cherche ou même ranger les livres qui restent à ranger. Donc non, c'est pas possible en étant aveugle d'exercer en tant que libraire. Ou alors dans une librairie spécialisée, parce qu'il y a des librairies spécialisées. Et où là, grâce au braille, elle arrivera à se repérer dans la librairie. Mais dans une librairie comme la mienne, c'est pas possible. Oui, effectivement, là où habituellement je trouve des arguments pour pouvoir le faire quand même, là j'avoue que je suis à court d'arguments parce que un livre au toucher, ça ressemble beaucoup à un autre livre et si c'est pas écrit en braille dessus, c'est compliqué quoi. Non, exactement. Ça ne l'empêchera pas de lire et de développer sa culture littéraire parce qu'il le fera avec des livres en braille. Mais moi, dans ma librairie, j'ai pas de livre en braille. Le classement n'est pas identifié en braille. Donc, il ne pourra pas exercer son métier. Voilà, c'est ça, ou alors éventuellement, je sais pas si ça existe, mais il y a des livres audio et je suis pas sûre qu'il y ait des librairies audio en physique, ça va être plutôt sur internet, mais plutôt ça va être sur cette partie-là justement, peut-être audio. Oui, et encore que le livre audio ne concerne pas une grande partie de nos clients. Quand on regarde, il y a finalement assez peu de lecteurs, toute proportion gardée, hein, c'est quand même un marché important. Mais je veux dire, la majorité des gens lisent du livre papier et il faut conseiller ces livres-là pour ces clients-là. Et donc le livre audio, ça peut être quelque chose de bien pour lui, à titre personnel, pour lire et pour entendre lire. Mais il ne pourra toujours pas conseiller les livres et aller les chercher en rayon. Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc complication à être focus longtemps sur une tâche. Est-ce que c'est possible d'être libraire? Oui, je pense que c'est possible. Encore une fois, bien accompagné. Je pense qu'on peut faire en sorte de développer je dirais, une méthode de travail qui permette d'alterner assez rapidement les activités pour pouvoir combler en fait ce problème d'attention et faire en sorte qu'il y ait une routine qui se mette en place et qui permette à la personne d'avoir suffisamment d'activités, pas trop longtemps, mais plein d'activités, quitte à les reproduire plusieurs fois par jour, mais de manière à ce que ça limite sa problématique liée à son attention, son problème d'attention. Alors, tu me dis routine, forcément, j'ai envie de rebondir sur deux autres choses, notamment le trouble du spectre autistique, parce que c'est justement des personnes qui vont avoir besoin de routine pour pouvoir travailler, qui ont vraiment besoin d'être dans leur routine et que ça ne sorte pas de trop. Et à l'inverse, tu as les HPI, donc HPI au potentiel intellectuel, qui n'est pas considéré officiellement comme un handicap, mais que j'estime que c'en est un, puisqu'effectivement, des fois, on n'a juste pas les codes pour se comporter en société. Où lui, justement, la routine, c'est son pire ennemi et qui a besoin de stimulation intellectuelle en permanence. Est-ce que la routine du libraire, elle se situe où? Est-ce que plutôt quelque chose qui va pouvoir rassurer les personnes ayant ce trouble du syndrome autistique, ou alors aussi un côté challengeant, ou les deux? Je pense qu'on peut faire les deux. On peut mettre en place une routine assez efficace parce qu'on a quand même pas mal de tâches qui reviennent régulièrement dans la journée. Là où la routine est difficile à mettre en place, c'est avec le client. On ne sait pas quand le client va arriver, combien on va avoir en gérer en même temps, ce qu'ils vont nous demander, etc. Mais par contre, dire voilà, je commence aujourd'hui par ranger les livres, ensuite je fais un peu de retour, ensuite je fais des réseaux sociaux, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Ensuite, je pense que pour stimuler les gens pour les HPI, comme tu disais, il y a plein de choses qu'on peut faire pour stimuler en librairie. C'est un métier qui est très stimulant. On peut chercher des nouvelles tables thématiques, chercher, je sais pas, à créer un salon, à créer une animation. Enfin, moi qui ai toujours plein d'idées et plein de choses que je veux mettre en place, ça, il n'y a pas de problème, on sait faire. On va continuer sur ces deux troubles-là, donc le trouble du spectre autistique et le HPI. C'est deux troubles qui peuvent justement avoir ce qu'on appelle des hyperesthésies, donc c'est-à-dire les 5 sens qui sont plus développés, donc qui peuvent être juste plus développés ou aller jusqu'au vraiment le développement invalidant. Est-ce que en ayant une hyperesthésie auditive, par exemple, donc l'ouïe très très sensible, on peut être libraire? Alors moi, j'ai jamais été confrontée à tout ça, donc c'est vraiment de la projection. Je dirais que oui, on peut être libraire. Les moments où ça pourrait, à mon sens, peut-être être compliqué à gérer pour la personne, c'est les moments de fortes activités, typiquement au moment de Noël, au moment des fêtes de fin d'année.
Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit dans la librairie. Des fois, il y a de la musique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui viennent se mélanger. C'est cette période qui est très bruyante. Donc la question c'était est-ce que c'est une activité qui est bruyante? La plupart du temps, pas trop, mais il peut y avoir quand même des moments où il y a une petite cacophonie ambiante. Oui, et puis on est aussi, faut pas oublier, un commerce qui accueille beaucoup d'enfants, du plus petit, du nouveau-né, voilà, qui est fatigué et qui pleure dans sa poussette, aux enfants qui sont super contents d'être là, et forcément ça génère du bruit, des cris, etc. Et alors moi, à la librairie, il est hors de question de demander à un enfant d'arrêter de crier. Moi, je trouve ça génial. Ça ne me pose aucun problème. Au contraire, s'il se sent bien et qu'il a envie de l'exprimer, qu'il le fasse à la librairie. Oui, et puis c'est une librairie, c'est pas non plus la bibliothèque municipale où on nous engueule en mode chut, faut pas faire un bruit parce que tout le monde est en train de lire quoi. Ouais, moi ce que je dis souvent, c'est qu'il faut pas oublier, on n'est pas un musée. Moi, je veux que les enfants puissent s'exprimer. Je souhaite qu'ils puissent toucher les livres, même s'ils ne les remettent pas à la bonne place, même si peut-être, oui, ils risquent peut-être un jour d'en abîmer un. L'enfant qui ne peut pas toucher un livre, comment on peut espérer en faire un grand lecteur? Bravo, belle argumentation, je valide totalement. Moi, il y a des livres partout chez moi pour ma fille, donc voilà. Mon cœur de maman est conquis. Alors dans les hyperesthésies, on va finir par une dernière, parce qu'on va pas toutes les faire, il y en a qui ne sont pas du tout intéressantes dans le cadre de ton métier. On va parler de l'hyperesthésie cutanée, que c'est une que j'adore parce que moi je l'ai concrètement. C'est-à-dire qu'on a le toucher ultra sensible et qu'on ne supporte pas certaines matières sous les doigts. Est-ce que tu penses que ça peut être dérangeant dans ton métier de libraire? Si la personne ne supporte pas le toucher du papier, oui. Parce que voilà, le papier et le carton, on touche ça toute la journée. Donc si c'est une matière qui l'irrite ou qui lui est désagréable, ça va être compliqué. Alors moi, c'est plutôt les matières qui poissent, tout ce qui est colle ou le blanc d'œuf, ou mettre la terre humide, ces choses-là. Mais le papier, j'aime ça de tout mon cœur. Donc moi, mon hyperesthésie cutanée ne me dérange pas pour faire ton métier. Mais effectivement, c'est vrai que si on n'aime pas le toucher du papier, c'est compliqué d'être libraire concrètement. Alors, tout va bien parce qu'au niveau du blanc d'œuf, on s'en sert très rarement en librairie. Si je te dis hyperactivité, donc là on est sur besoin de se défouler physiquement et de ne pas rester en place, faire la même chose tout le temps. Est-ce que c'est possible en tant que libraire de bosser en ayant une hyperactivité? Oui, je pense que je suis un peu concernée par le sujet, donc je dirais que oui. De toute façon, c'est un métier dans lequel il y a quand même beaucoup de variété de tâches. Donc on peut faire en sorte de varier les plaisirs tout au long de la journée sans difficulté. Et après, comme je te le disais tout à l'heure, on est aussi un métier créatif. Donc c'est l'occasion de se pencher sur un nouveau sujet, de se lancer un nouveau défi, souvent ce qu'aiment les hyperactifs. Oui, et puis au-delà de ça, ça reste un métier donc, où tu portes beaucoup, où tu marches, tu vas chercher un livre dans un rayon littérature, puis tu vas au rayon BD, puis tu vas au rayon enfant. Donc en fait, tu marches pas mal. L'énergie physique est quand même bien dépensée. Oui, on est rarement assis. Et puis effectivement, on va chercher des livres toute la journée, on les porte, on les amène aux clients, on les range. Donc voilà, on est tout le temps en train de bouger. Très bien, on va finir le sujet de l'accessibilité au handicap par l'hypersensibilité. Donc l'hypersensibilité, ça va être ressentir les émotions puissance 10 000 au lieu de puissance normale. Est-ce que en étant libraire, ça peut être compliqué si on est hypersensible? Je pense notamment à tout ce qui est rapport avec la clientèle parfois. C'est exactement ce que j'allais te dire. Ça va être compliqué dans le rapport avec la clientèle. Et pour plein de raisons. Parce qu'on est un peu des éponges. On a des clients des fois qui viennent nous voir parce qu'ils sont en train de vivre un drame et qui cherchent dans la lecture une solution pour s'échapper. Quelqu'un qui vous dit je viens d'apprendre que j'ai un cancer, j'ai besoin d'un livre pour quand je pars faire ma chimio, ou quelqu'un qui vous dit je vis un décès dans ma famille, j'ai du mal à... Donc déjà là, à ce niveau-là, c'est compliqué. Après, on gère aussi la clientèle, même si c'est quand même assez rare. Les rapports humains sont ce qu'ils sont, c'est pas toujours facile. Peut y avoir des divergences d'opinion, peut y avoir des clients qui sont pas contents, qui l'expriment.
certains de manière plus virulente que d'autres, et ça, il faut pouvoir le gérer. Alors, c'est vrai que moi, aujourd'hui, ça m'est pas beaucoup arrivé en 4 ans de temps, mais c'est une réalité quand même. Oui, donc la gestion des émotions, c'est important. Et puis se dire que juste la personne, peut-être des fois, est rentrée dans ta librairie en ayant une journée de merde avant, et elle s'est défoulée, déchargée sur toi, que c'est pas ta faute, mais qu'elle est quand même repartie super contente parce que tu as trouvé le bon bouquin, et qu'il faut rester sur cette note positive et pas sur le putain, il m'en a mis plein la tronche, quoi. Non, mais c'est ça, hein, de toute façon, on est face à des personnes avec leurs émotions, leur histoire, et c'est pour ça que je disais qu'il faut beaucoup d'empathie pour être libraire. Il faut pouvoir accepter l'humeur de la personne, les conditions dans lesquelles elle vient à ce moment-là, et puis notre propre humeur qu'il faut arriver à réguler aussi. Hein. Oui, c'est sûr, parce que si tu arrives dans une librairie, que le libraire il tire la tronche, tu rentres, tu ressors aussi vite, quoi. Et oui, ça c'est la triste réalité du commerce. Si aujourd'hui vous êtes un petit peu fatigué, il va falloir faire l'effort de montrer que vous avez la banane, parce que on attend d'un commerçant qui soit aimable, souriant, agréable, même s'il est fatigué, même s'il a ses problèmes personnels. Merci beaucoup Céline. Vous avez également la première vidéo pour découvrir le métier sur tout ce qui est caractéristique, mais également la quinzaine de vidéos au format TikTok pour parler du métier de manière plus fun et plus légère, et le live questions-réponses pour répondre à toutes vos questions sur le métier. On se dit à bientôt pour le prochain test métier.